Eh bien bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à démontrer que l'humanité, dans sa totalité, le phénomène humain, sans oublier aucun être humain, tout être humain est un constructeur de ce que je vais révéler à cet instant. Nous construisons l'humanité, le phénomène humain, construit sans le savoir le paradis pour nos futurs descendants. Alors bien sûr, il faudra quelques siècles encore d'évolution, peut-être 2, 3, 4, peut-être 5, peut-être 10 siècles. Mais l'humanité, elle a le temps. Et nous arrivons au bord de cette finalité. C'est pour ça qu'il y a ce sentiment assez particulier de fin des temps, un sentiment de peut-être un peu de chaos évidemment. Et beaucoup en parlent. Bon, c'est pas nouveau dans l'histoire de l'humanité. L'idée messianique, par exemple, sans doute, existait en l'an 1000, peut-être, voilà, au début de. Et puis, au, à l'an zéro, en gros, à l'origine du, du christianisme. Mais à mon sens, maintenant, tout montre que nous sommes au bord de, de cette opportunité, de cette finalité, de cette œuvre que nous avons réalisée. Parce que nous pouvons parler d'une œuvre, même si elle s'est faite de façon intuitive, de façon inconsciente. L'humanité, depuis des centaines de milliers d'années, travaille sans savoir véritablement ce qu'elle réalise. Et pourtant, on est au bord de l'unification, au bord d'un fonctionnement universel. Alors aujourd'hui, il y a la tension et une sorte de recul, pas devant cette peur de l'unité. Les systèmes nationalistes se renforcent, une sorte de protectionnisme se met en place, mais ça durera pas. C'est des moments, c'est des petits moments dans l'évolution. L'évolution, elle fait toujours comme ça. Il y a toujours des moments de recul, mais globalement, elle monte vers son zénith, vers son acmé, en somme. Et elle l'atteindra, cette acmé. Voilà, c'est qu'une question de temps. Nous sommes très proches de ce moment-là. La première étape sera la prise de conscience. Et elle n'est pas loin. Voilà. Je pense que justement, l'émission que nous allons continuer le démontre un petit peu. Je travaille, c'est la deuxième vidéo, sur euh, la déconstruction. Sur Derrida, Jacques Derrida, déconstruire sans tout casser. L'épisode 2 sur 4 d'une série des mots sans dessus-dessous. Euh, des mots sens dessus-dessous. Euh, et donc sur France Culture, dans l'émission Avec Philosophie. Donc je lance, je découvre en même temps et je commente éventuellement. Et là, il était dans la première vidéo, on arrivait à la fin, et il était question d'un colloque qui avait été organisé euh, par un homme politique dans les années 20 et où il y avait un philosophe qui intervenait euh, euh, et qui justement critiquait d'une certaine manière la déconstruction dont parle Derrida et ce groupe des philosophes des années 60 qui pensaient cette idée de déconstruction qui semblerait avoir donné le wokisme, un petit peu amené le wokisme, l'idée eh bien qu'il fallait aller vers des égalités, vers déconstruire des préjugés, déconstruire des mécanismes qui oppressent l'humanité, etc. Et c'était complètement normal. Ce groupe était arrivé exactement à point nommé. L'humanité ne se trompe pas. C'est pas à l'époque aujourd'hui le mouvement de peinture, c'est pas l'impressionnisme, ça a déjà été fait. Voilà, le mouvement qui existe en peinture, eh bien on ne sait pas lequel c'est actuellement, mais
enfin moi j'en sais rien, mais c'est le mouvement qui correspond au temps présent. L'époque Michel-Ange venait au moment de Michel-Ange. Cimabue venait au moment de Cimabue. Et c'était des révolutionnaires, des révolutions qui se présentaient. Et c'est pareil pour l'époque, on pourrait dire, l'existentialisme, il avait son temps et il est arrivé à point nommé. Et les déconstructivistes, un peu plus tard, c'est à point nommé. Et aujourd'hui, la théorie que j'essaie d'amener, c'est-à-dire l'unité, le fait que nous construisons ce paradis pour nos futurs descendants, à mon sens, vient à point nommé à la suite de ces mouvements, de l'existentialisme, etc. Mais on peut remonter à l'origine de la philosophie. Et la montée progressive vers cette idée que nous allons vers cet état de perfection. C'est maintenant que ça peut se faire. Et cet état de perfection, il fallait qu'il passe par... Il concrétise les déconstructions de ces stéréotypes, de ces racismes, de ces abus, de ces systèmes dominants-dominés, etc., etc. Voilà. Et c'est maintenant, on peut commencer à entrevoir autre chose parce qu'il y a eu ce travail précédent. La philosophie, c'est toujours le résultat des philosophes précédents, le résultat des travaux précédents. C'est une grande chaîne, mais comme l'humanité. L'humanité d'aujourd'hui, c'est le résultat de tout le travail de nos frères et sœurs, enfin voilà, de Yale, qui nous ont précédés et qui ont donné leur existence à cette évolution. Voilà. On y va. Donc je lance la suite de cette réflexion. C'est mes invités répondent dès que la déconstruction, au bout du compte, dans sa version, je suppose, déridienne, ne viserait plus qu'elle-même, loin d'un geste critique qui porte sur des choses méritant critique. Jean-Michel, je vous renvoie à l'écoute de la vidéo précédente où justement il y a l'intervention de Jean-Michel Blanquer et de Pierre-Henri Tavoileau, qui justement, à mon sens, ont une vision négative de ces déconstructivistes et qui ne voient pas la subtilité de ce travail et l'importance de ce travail. Blanquer dit que ce qui est déconstruit avait au moins le mérite de présenter quelque chose, qui semble suggérer que la déconstruction ne présente rien, elle, mais ne fait que détruire. Alors que c'est totalement faux. Ça visait à détruire. Apparemment, je ne connais pas assez le travail de Derrida, mais voilà, Derrida, son travail, ça doit être ultra humaniste, et justement, ça doit être ultra juste, quoi, tirant vers la justice, cherchant la justice, d'amener encore plus de justice. Sinon, il serait pas le philosophe qui a été vraiment mis en lumière par les États-Unis, etc., et par les années 60, 70, qui étaient justement des années où on cherchait cette égalité, la justice, la paix, etc. Donc son travail, même sans le connaître, je suis certain qu'il était ultra-humaniste. Donc c'est le fait que Blanquer, un homme politique, pense que c'était mieux avant, en somme, c'est un retour à l'ordre qui est en train de se faire. Hein. Ce retour à l'ordre, il va durer qu'un temps, mais il est mis en place par ces politiques de Blanquer, par ces politiques-là, par ces philosophes qui sont des philosophes réactionnaires en réalité,
et qui veulent que les choses restent comme elles sont et qui ont peur, qui sont rattachés à ceux qui ont peur, aux nationalistes qui ont peur, en somme, de l'évolution. Et ils sont importants, hein, ils ont une place importante dans l'évolution. C'est ces réactionnaires. La réaction est très importante dans l'évolution vers la perfection. Mais quoi qu'il arrive, c'est les progressistes qui l'emportent sur la distance. Mais les réactionnaires sont là pour temporiser, pour empêcher que ça aille trop vite. On le voit, le wokisme, il aurait démonté toutes les statues sans réfléchir, il aurait fait... voilà, il serait passé dans l'excès inverse. Et donc, le réactionnaire a un rôle majeur dans l'évolution de l'humanité. C'est là où ma théorie arrive peut-être à point nommé, parce qu'en fait, elle est entièrement englobante, elle englobe le tout, elle fait pas de ségrégation en somme, et elle essaye de comprendre toute la complexité de l'évolution. Qu'est-ce que vous pensez de ces manières de parler de ce concept que vous connaissez tous les deux très bien, Ça, c'est puisque intéressant. vous êtes d'excellents connaisseurs de l'œuvre de Jacques Derrida? Isabelle Alfandal. Alors, c'est très agressif pour parler de la déconstruction. On peut peut-être juste dire qu'il y a quand même deux régimes de parole différents, parce que d'un côté, on a un ministre de l'Éducation nationale en exercice, qui parle alors de Jacques Derrida, mais qui parle aussi d'autres penseurs dits de la pensée française qu'il associe à la déconstruction. Et on pourrait d'ailleurs y revenir. C'est pas forcément le cas complètement que Michel Foucault se reconnaîtrait sous l'égide de la déconstruction, sans doute pas. Mais on a une parole, disons, d'un responsable politique qui est un ministre de l'Éducation nationale et qui prend le parti de s'opposer et non seulement de réfuter, mais de critiquer très violemment en introduction à un colloque en Sorbonne, l'œuvre philosophique de philosophes français reconnus mondialement, traduits, enseignés. Donc il y a un régime de discours, disons, politique d'une pugnacité qu'on peut déjà interroger d'un côté, et de l'autre, un philosophe qui de fait veut en découdre avec la déconstruction. Voilà, donc ce que moi je veux juste je suis entièrement d'accord avec ça. Je suis pas du tout d'accord. Je suis pas du tout d'accord. C'est d'ailleurs ce qui nous a fait beaucoup réagir avec un certain nombre de collègues, et la raison pour laquelle on a monté ce colloque de réponse avec l'idée que la déconstruction serait contre la République. Alors ça, ni même qu'elle serait contre la civilisation. Oui. Je crois que ce qui s'appelle la déconstruction derridienne, c'est d'ailleurs un mot, mais on y reviendra peut-être, que Derrida n'aimait pas particulièrement, dont il s'est saisi, qu'il a trouvé dans un dictionnaire français particulièrement républicain qui s'appelle le littré, un mot d'architecture qu'il reprend et de grammaire qu'il reprend. Oui. Et puis aussitôt il l'a saisi, aussitôt il se rend compte qu'il pose des tas de problèmes, ce mot. Donc Derrida n'est pas, je sais pas comment dire, celui qui va défendre le terme de déconstruction à toute force. C'est vrai qu'il est lié à son œuvre, mais ce terme ne le représente pas tout entier. Après, un génie a une vision panoramique. Donc, il voit tout de suite les choses. Alors que les visions étroites, comme les de Blanquer, il voit qu'un moment, ils sont sur la binarité. Ils n'ont pas une vision panoramique. Et c'est la différence entre les philosophes comme Derrida et les philosophes ordinaires, on pourrait dire, qui sont dans un parti pris, qui vont défendre des choses sans pouvoir comprendre la complexité totale. Après, peut-être que dans ces deux prises de parole, il faut entendre la violence avec laquelle on identifie la déconstruction avec un acte de destruction. Et je crois que ce qu'on peut vouloir dire ici, c'est que la déconstruction, c'est sans doute plusieurs choses. Mais le terme même, déconstruire, ça n'a rien à voir. Déconstruire, c'est prendre pièce par pièce et enlever. C'est pas détruire, c'est justement... c'est reprendre le processus qui a été construit pour le construire d'une autre manière. Voilà, c'est vraiment une autre chose. C'est pas une destruction. La destruction, dans un jeu de cubes, le destructeur, il va donner des coups de hache pour détruire les cubes, et le déconstructeur, il va utiliser ce qui a été construit, le mur qui a été construit, pour faire autre chose, pour faire
une autre forme de... On va parler, mais en aucun cas c'est le souhait de détruire ni la culture, ni l'État, encore moins la République. Pas du tout. C'est une manière de revenir, d'interroger les fondements de la culture, les fondements des textes philosophiques. Et d'ailleurs, comme Tavoyot le dit, avant Derrida, il y a eu des philosophes qui ne sont pas tout à fait négligeables dans l'histoire de la philosophie, comme Schopenhauer et Nietzsche, qui eux-mêmes déjà ont fait un peu trembler sur leur assise, ou Kant, bien sûr, mais ils ne nomment pas Hegel, un certain nombre de fondements de la tradition, d'histoire de la tradition philosophique. Bien sûr. Donc c'est un geste, en fait, qui a à la fois un caractère de nouveauté, mais pas d'absolue nouveauté. Et dire que c'est un geste anti-républicain ou woke, quoi qu'on entende par ce terme, il me semble que c'est profondément injuste et inexact. Oui, et c'est pas... c'est quelque chose qui déconstruit, mais qui vient dans le prolongement de l'histoire de la philosophie. C'est ça qui est vraiment intéressant. Et ils sont tous dans ce mécanisme-là. C'est valable pour Saint-Augustin, c'est valable pour tous les philosophes pour Platon, etc., pour les présocratiques, ils déconstruisent une partie de ce qui a été fait, mais tout en étant dans la grande lignée, dans la grande aventure de la philosophie. Et Derrida, c'est exactement ça, et Kant, c'est ça, et Hegel, c'est ça, et Spinoza, c'est ça, et Nietzsche, c'est ça, et Bergson, c'est ça, et Husserl, c'est ça, et etc., etc. Et Derrida, c'est ça. Et Sartre, c'est ça, et Camus, c'est ça, et Derrida, c'est ça. Et les philosophes actuels, c'est exactement ça. Et j'ai la prétention de penser que ma théorie, elle est dans cette lignée-là, et qu'elle vient à point nommé sur cette aventure de la philosophie. Voilà. Raphaël Zaguri. Alors déjà, si ma tête grossit un peu trop, vous me le dites, si je sors du cadre. De voir à quel point, encore aujourd'hui, dans certains milieux, et dans certains milieux universitaires, je dois dire, la pensée philosophique française, comme s'il y allait d'un bloc monolithique, est raccordée sans hésitation à ce qu'on appelle la French Theory, c'est-à-dire à une certaine réception américaine. On va peut-être en parler aussi. Ça, et que comme French Theory, la philosophie française ne produirait qu'un relativisme généralisé, constituerait uniquement des postures idéologiques rigides contre la vérité, le fondationnalisme, les fondements de la civilisation, le sujet souverain, le sens, c'est-à-dire au profit, apparemment, nous dit Tavoyot, d'affirmations infondées prêchant les valeurs de la différence. Toujours la différence, ou exhortant je ne sais quel anti-humanisme.